et Arte, et en particulier Madame Delphine Ernotte-Quincy, présidente directrice générale de France Télévisions. Merci beaucoup d'être là, accompagnée de Madame Livia Sorin, secrétaire générale adjointe. Merci à vous deux. Monsieur Frédéric Bérézia, directeur général chargé des ressources d'Arte France. Madame Agnès Lanoé, directrice de la prospective et du développement transverse. Monsieur Boris Razon, directeur éditorial. Monsieur Olivier Père, directeur de l'unité cinéma. Madame Soumaya Bengabrit, directrice des ressources humaines. Et Madame Céline Chevalier, directrice de la communication. Merci à vous tous et toutes d'être ici. Comme vous le savez, notre commission d'enquête cherche à faire la lumière sur les violences commises contre les mineurs et les majeurs dans le secteur du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle vivant notamment. L'audiovisuel public que vous représentez est un acteur majeur du paysage audiovisuel français, avec en tout 7 chaînes hertziennes en métropole et en Outre-mer, mais aussi des plateformes très dynamiques et au-delà de l'édition et de la diffusion, des activités d'acquisition, de production et de distribution. En tant qu'entreprise audiovisuelle publique, vous portez à mon sens une responsabilité toute particulière en matière de prévention des violences sexistes et sexuelles. Je sais que vous avez un peu d'avance sur vos concurrents en matière de traitement des violences à l'égard du grand public. Reste pour nous à découvrir si c'est aussi le cas dans la gestion de vos entreprises et dans vos relations avec vos partenaires économiques. Nous avons souhaité vous entendre afin que vous puissiez nous faire part très concrètement des problèmes que vous constatez à la fois dans la production en interne d'œuvres et de programmes, les acquisitions en matière de cinéma et de fiction, la gestion de l'antenne, mais aussi nous rendre compte des actions que vous menez dans ce domaine. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1h30, je vous rappelle l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qui impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais vous demander donc de lever la main droite, de le dire « je le jure » avec le micro ouvert, s'il vous plaît. Je le jure. 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 Une petite précision, c'est que les micros... Alors, nous ne sommes pas une entreprise d'audiovisuel, et donc les micros ne fonctionnent qu'un par un, et c'est pour la paix de nos débats, dont vous pouvez entendre que parfois ils sont tumultueux. Et par ailleurs, le micro déclenche la caméra, donc il faut attendre qu'il soit rouge pour pouvoir commencer à parler, de sorte qu'on vous voit à la télévision. Je vous remercie beaucoup et je vous laisse la parole pour un propos liminaire. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour les travaux importants que vous menez sur un sujet difficile, mais que l'ensemble de notre secteur doit regarder en face. L'égalité entre les femmes et les hommes est un combat qui m'est cher, et que je porte depuis le premier jour de mon arrivée à France Télévisions, il y a bientôt 10 ans. Durant toute cette période, nous avons dû affronter, comme d'ailleurs le reste de la société, mais sans doute avec une acuité particulière dans notre secteur, des révélations douloureuses et des remises en question. Nous avons aussi appris à ouvrir les yeux, à écouter, à accompagner les victimes de violences sexistes et sexuelles, et surtout à prévenir ces actes pour que notre secteur participe pleinement à cette révolution de la société qui est en marche pour mettre fin aux faits de violence et de harcèlement. Je voudrais tout d'abord insister sur le rôle essentiel en tant que média que nous avons eu et que nous avons toujours pour ouvrir les yeux de nos téléspectateurs et des Français plus généralement sur la réalité des violences sexuelles et sexistes, pour donner la parole aux victimes et pour créer un espace d'échange sur ces questions. Je voudrais rappeler que France Télévisions n'a pas attendu MeToo pour mettre en lumière les violences sexuelles et sexistes, y compris celles qui concernent notre propre secteur de la culture et des médias.
Sur nos antennes, nous proposons de longue date, très régulièrement, des programmes dans tous les genres, fiction, documentaire, magazines de société, information, qui traitent de ces sujets et ont contribué à faire émerger les violences sexuelles et sexistes comme un véritable sujet de société. Chaque année, évidemment, nous mobilisons nos antennes autour des 2 dates clés, pas que, mais aussi autour des 2 dates clés qui incarnent notre combat, le 25 novembre, qui est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. Dès novembre 2017, pendant cet automne-là, soit quelques semaines après le déclenchement de l'affaire Weinstein, qui est à l'origine du mouvement MeToo, France Télévisions diffusait l'adaptation du récit très courageux de Flavie Flament, La Consolation, dans lequel elle relatait ce que lui avait fait subir le photographe David Hamilton. Il me paraît important de préciser que, compte tenu, vous le savez, des délais nécessaires à la fabrication des fictions et des séries, ce sont des fictions et des documentaires, puisqu'il y a eu d'autres documentaires ce même automne-là, qui ont été commandés, si je puis dire, au moins 2 ans auparavant. Donc les conseillers de programme de France Télévisions avaient senti qu'il était nécessaire d'aborder ces questions-là. Et c'était une vraie prise de risque que d'aborder ce sujet autour d'une personnalité si populaire en première partie de soirée sur France 3, et le public a d'ailleurs été au rendez-vous. Je dois dire que cette fiction a joué un rôle encore plus large puisqu'elle a permis d'ouvrir la parole, et j'en veux pour preuve le témoignage de la patineuse Sarah Abitbol, qui a ouvert la parole sur les abus dans le monde du sport et qui s'est livrée dans un documentaire que nous avons diffusé sur France 2 en première partie de soirée, Un si long silence. Parmi les témoignages qui ont compté, qui comptent encore beaucoup, je veux aussi citer celui de Vanessa Spingora, dont l'adaptation en film est soutenue par France 2 Cinéma, et aussi celui de Judith Godrèche, dont nous avons soutenu le court-métrage présenté au dernier Festival de Cannes. Notre offre d'information, en particulier nos émissions d'information, a également joué un rôle marquant dans la libération de la parole sur ce sujet, grâce à un travail journalistique rigoureux et délicat, qui, je le rappelle, expose nos journalistes, les dirigeants aussi, à beaucoup de pression. Complément d'enquête et envoyé spécial jouent un rôle d'alerte et de mise à jour de ces violences de manière continue depuis toutes ces années. La lutte contre ces violences au sein du secteur maintenant. Nous jouons en tant que France Télévisions un rôle évidemment majeur puisque nous sommes le premier soutien en clair du cinéma français, donc le premier soutien, le deuxième après Canal+. Nous coproduisons plus de 60 films par an à travers 2 filiales, France 2 Cinéma et France 3 Cinéma. Et plus de 40% des apports de l'ensemble, nous représentons plus de 40% de l'apport des ensembles des diffuseurs à la création soutenue par le CNC. Nous finançons des projets portés par des producteurs. Nous sommes les commanditaires. Nous ne produisons pas nous-mêmes la très grande majorité des programmes, hormis ceux qui sont produits directement par notre filiale de production, France Télévisions Studio. Pour le cinéma, là aussi, France Télévisions est un investisseur grâce aux obligations et à nos accords avec la filière, mais nous ne sommes pas à l'initiative du développement des histoires, du choix des castings, ni en responsabilité des conditions de production, même si, je dois le dire, nous assumons tous les castings et toutes les conditions de production. Nous veillons à ce que les producteurs respectent les dispositions prévues par le Code du travail en matière de prévention des VSS et nous soutenons la conditionnalité des aides mises en place par le CNC au suivi d'une formation spécifique dans ce domaine. C'est une vraie avancée qui bénéficie à l'ensemble du secteur. Alors, nos choix d'engagement et de programmation des œuvres, quand une personnalité qui y concourt est mise en cause dans un cas de violence sexuelle et sexiste. Nous faisons face à des choix difficiles, car d'un côté, nous ne pouvons pas faire abstraction des accusations qui sont portées sur la place publique, mais de l'autre, nous ne pouvons pas non plus nous substituer à la justice pour déterminer la culpabilité avérée d'une personne et ni la gravité d'ailleurs des actes qui sont commis. Les films et les œuvres sont des œuvres collectives et donc nous ne pouvons pas non plus condamner l'ensemble d'un travail qui concerne d'autres, des acteurs, des techniciens, des scénaristes, pour des raisons, pour l'agissement d'un seul protagoniste. Par ailleurs, pour
inciter, au fond, à la dénonciation des actes de violence, nous devons accepter de ne pas condamner l'ensemble d'une œuvre systématiquement, si je puis dire. En fait, pour être tout à fait franche, ce sont des décisions qui ne peuvent pas se prendre a priori. On doit décider à chaque fois, au cas par cas, et on se concerte à chaque fois au cas par cas. Je pense que c'est très très important de le rappeler, parce que chaque cas est différent, et nous n'avons pas de règles d'airain qui s'appliqueraient simplement à toutes les situations. Au sein de l'entreprise, puisque Madame la Présidente nous a rappelé aussi l'importance, nous sommes un employeur avec, au sein de France Télévisions, aujourd'hui 8900 salariés, qu'ils soient permanents ou non permanents, un équivalent temps plein. Et donc évidemment, nous devons veiller au respect de toutes les dispositions du droit du travail pour protéger l'ensemble des salariés. Nous avons mis en place, depuis 2017, et amélioré grandement nos dispositifs de signalement des situations problématiques. En 2017, nous avons mis en place une ligne directe harcèlement. Nous avons revu ce dispositif pour plus d'efficacité encore en mars 2024. Et je dois dire que nous avons des signalements de cas de harcèlement moral et d'agissement sexiste dans un cadre où nous essayons de protéger la parole de ceux qui signalent et qui garantit la neutralité et l'équité dans le traitement de ces signalements. Récemment, depuis la mise en place du nouveau cadre de traitement, nous avons eu plus de 18 signalements en 6 mois. Alors on peut s'en offusquer, mais on peut aussi signaler que s'il y a des signalements, c'est que le dispositif de signalement fonctionne. Donc c'est une mauvaise nouvelle d'un certain point de vue, une bonne nouvelle de l'autre. Et ça témoigne en tout cas du fait qu'on a bien communiqué sur ce dispositif et que ce dispositif est actif. Il y a un autre mode de signalement de ces violences sexuelles et sexistes, c'est via le dispositif d'alerte aux déontologues qui est mis en place dans le cadre de la loi Sapin 2 et qui permet de signaler tout délit, pas uniquement des violences sexuelles et sexistes, mais tout délit, menace ou préjudice au sein de l'entreprise. Depuis 2018, nous avons eu 10 alertes de violences sexuelles et sexistes qui ont été remontées par ce biais, portant sur 7 cas menant à des enquêtes internes qui ont abouti à 3 sanctions. Signe de l'engagement de la totalité de l'entreprise, notre 4e accord égalité professionnelle homme-femme, signé avec les représentants du personnel, a été prorogé pour 2 ans le 10 juin 2024. Et cet accord consacre un chapitre entier à la lutte contre le harcèlement, les violences et agissements sexistes. Il inclut notamment des mesures de protection et d'accompagnement des victimes en cas de dénonciation d'un comportement préjudiciable. Depuis 2018, nous avons aussi obtenu à chaque audit le renouvellement de notre labellisation AFNOR Égalité. Vous pouvez donc compter sur l'engagement de notre groupe dans toutes nos facettes, à la fois ce que nous projetons sur l'ensemble de nos entêtes et plateformes pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Nous avons conscience que les défis restent encore très importants devant nous et nous souhaitons continuer à être des acteurs de ce changement grâce d'une part à la puissance de notre média et grâce aussi à la recherche d'exemplarité que nous voulons diffuser dans tout le secteur. Monsieur Bérézia, vous voulez... Allez-y. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, permettez-moi de vous remercier au nom de toutes les équipes d'Arte d'avoir bien voulu nous convier à cette audition. J'ai autour de moi, comme vous le voyez, Boris Razon, notre directeur éditorial, Soumaya Ben-Gabrit, notre directrice des ressources humaines, Olivier Père, notre directeur du cinéma et directeur général de la filiale spécialisée dans la coproduction cinéma, Céline Chevalier, directrice de la communication, et Agnès Lanoé, qui, parmi différentes fonctions de direction au sein d'Arte France, est notamment coordinatrice RSE. Et 3 d'entre nous appartenons au directoire d'Arte France. Je crois pouvoir vous dire au nom de chacun et chacune d'entre nous, présentes aujourd'hui, que nous sommes convaincus que le sujet des violences, notamment à caractère sexuel et sexiste, que nous allons traiter ensemble est d'une grande importance. Bien sûr pour la société française dans son ensemble, mais aussi plus directement pour le secteur audiovisuel et cinématographique dont notre chaîne fait partie, avec toutefois quelques spécificités sur lesquelles je reviendrai brièvement tout à l'heure, et pour Arte tout particulièrement, au regard notamment de notre politique éditoriale constante, celle qui est la nôtre. Donc j'espère que vous ressortirez de cette audition convaincus, vous aussi, de notre engagement sur ce terrain. Pour autant, et même si notre volonté de contribuer dans notre sphère de responsabilité
à la lutte contre ces violences est là, et bien là. Nous avons aussi le sentiment qu'il s'agit d'un sujet éminemment sensible, éminemment délicat, car il met parfois aux prises des ressentis, des appréciations subjectives, au-delà des seuls faits. Et c'est d'ailleurs pour ça la principale raison pour laquelle nous traitons systématiquement ce sujet, certes en responsabilité, mais aussi de manière collégiale. Et nous allons y revenir tout à l'heure. Nous avons également conscience que c'est un sujet sur lequel notre chaîne avance encore en marchant, et que même si nous avons progressé dans cette voie, nous devons rester à la fois humbles et vigilants dans une démarche d'amélioration continue. Alors j'ai parlé tout à l'heure de spécificité d'Arte. Il me faut effectivement vous en dire 2 mots, notamment pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas encore très bien la chaîne, sur l'organisation de notre groupe et donc sur la position depuis laquelle nous nous exprimons devant vous. Donc Arte, vous le savez, a été créé il y a 32 ans par un traité international signé entre la France et les États fédérés allemands en tant que chaîne culturelle, binationale, à vocation européenne. Et chacun de ces mots compte. Donc cette chaîne est elle-même organisée en 3 pôles. Un pôle français, Arte France, que nous représentons aujourd'hui, un pôle allemand, Arte Deutschland, et leur groupement commun qui s'appelle Arte GEIE, qui abrite également le siège physique de la chaîne à Strasbourg. Donc il est important de garder en tête que la programmation est une responsabilité collective, conjointe des 3 pôles, Arte France, Arte Allemagne et le GIE, qui se réunissent très régulièrement à Strasbourg, justement pour procéder à ces choix de programmation. En revanche, la sélection et la production des programmes, elle, est principalement de la responsabilité des 2 pôles nationaux, français et allemand. Et enfin, la diffusion des émissions est, elle, organisée essentiellement par le GIE à Strasbourg pour l'ensemble de la chaîne. Et c'est le GIE qui est juridiquement l'éditeur et donc le responsable des contenus. Donc la gouvernance de ce groupe est assurée notamment par une présidence et une vice-présidence binationale qui tournent tous les 4 ans, sous la supervision d'une assemblée générale également binationale. Et l'ensemble de ces composantes du groupe s'unissent autour d'un projet de groupe élaboré pour 4 ans, commun à l'ensemble des pôles bien sûr, et qui va commencer pour l'année 2025. Donc ce que nous allons vous dire ici engage principalement Arte France, en termes de choix et de conditions de production de nos programmes notamment. Nous pourrons aussi vous donner, si vous le souhaitez, certains éléments d'information sur le GIE. Et si d'aventure votre mission portait également sur ce qui se passe outre-Rhin, nous pourrons éventuellement répondre à des questions écrites si vous en aviez. En ce qui nous concerne, donc en ce qui concerne Arte France, le sujet de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes notamment a émergé principalement de manière explicite dans le cadre de ce qu'on a appelé un plan de transformation Arte France 2025, qui a été adopté en début d'année 2021, même si bien sûr cette préoccupation était déjà présente de manière concrète dans nos actions avant cette date. Mais en tout cas, c'est devenu, à partir de 2021, un des chantiers de travail explicites, articulés autour d'un principe plus général de responsabilité sociale, sociétale, environnementale, auquel Delphine faisait allusion aussi en ce qui concerne France Télévisions. Donc responsabilité pour laquelle nous cherchons désormais, nous aussi, à atteindre une forme d'exemplarité. Et ce mot d'exemplarité, il est désormais inscrit dans nos statuts depuis juin 2022, il est aussi inscrit dans notre com depuis 2021, et il est aussi pleinement intégré dans notre projet de groupe, celui dont je parlais tout à l'heure, dont la dernière mouture vient d'être adoptée en franco-allemand. Donc dans ce cadre, nous avons identifié à ce jour 3 dimensions pour aborder et traiter le problème des violences sexuelles et sexistes. La première, comme pour France Télévisions bien sûr, même si notre taille est nettement plus petite, c'est celle d'Arte France en tant qu'entreprise. Donc j'allais dire entreprise comme une autre, saisie dans notre responsabilité d'employeur. La deuxième dimension consiste cette fois à considérer nos responsabilités comme maillons d'un écosystème de production, à la fois cinéma et audiovisuel, donc à traiter ce que nous appelons en interne les violences derrière l'écran ou derrière la caméra, c'est-à-dire au moment de la conception et de la réalisation des programmes dont nous sommes partenaires. Puis la troisième et dernière dimension, bien sûr, c'est celle de notre responsabilité en tant que diffuseur, donc, qui nous amène à aborder les violences à l'écran, qu'elles soient volontairement mises en scène par les créateurs ou perçues comme telles par le spectateur, ou même que leur existence constitue le sujet du programme, notamment en matière documentaire. Donc je vais aborder très rapidement le premier point, la dimension la plus aboutie à ce jour, sans doute parce que la ligne de responsabilité est très claire et nos leviers d'action directs. Donc c'est la responsabilité en tant qu'employeur. Et si vous avez des questions précises après mon exposé introductif, je laisserai Soumaya, notre directrice des ressources humaines, rentrer dans le détail.
Mais à ce stade, je me bornerai à dire que nous avons classiquement 2 règles, celle de la prévention, avec des modalités qui sont désormais fixées de manière très explicite, là encore par nos accords d'entreprise, comme à France Télévisions, et qui reposent notamment sur des formations obligatoires à la prévention de ces risques. Je dis bien obligatoire, donc nous allons au-delà de ce que prévoit le Code du travail en la matière. Et le respect collectif de cette obligation est désormais un des critères qui a un impact direct sur l'intéressement des salariés. Donc il faut que, si on ne le respecte pas, ça a des conséquences financières pour nos collaborateurs. La deuxième règle, bien sûr, c'est celle d'un traitement le plus systématique et le plus méticuleux possible d'éventuelles violences. Donc avec, là encore, la mise en place de procédures de signalement qui sont aujourd'hui détaillées, qui sont facilement disponibles pour les collaborateurs, qui sont largement ouvertes, y compris d'ailleurs à des tiers à l'entreprise, nous y reviendrons, qui sont anonymes lorsque c'est souhaité, et qui sont là aussi multicanaux, qui mobilisent à la fois les services des ressources humaines, mais aussi les institutions représentatives du personnel et des référents indépendants. Donc il peut y avoir dans ce cadre-là des enquêtes, soit internes, soit externes, et quand c'est justifié, bien sûr, des procédures disciplinaires. Nous en avons effectivement connu certaines. Soumaya pourra vous donner quelques statistiques là-dessus. Mais en tout cas, nous aussi, nous avons, grâce à ces procédures, obtenu le label Égalité professionnelle pour la dernière fois en janvier 2023. Donc sur la deuxième dimension, celle des violences derrière l'écran, nous avons essayé de tenir compte, pour concevoir nos plans d'action, de 2 réalités essentielles. La première, comme le rappelait Delphine tout à l'heure, c'est que les œuvres audiovisuelles et de cinéma sont par essence des œuvres collectives, qui impliquent un grand nombre et une grande diversité d'intervenants, de parties prenantes. On pense bien sûr souvent aux acteurs, aux réalisateurs, aux producteurs, mais il y a aussi tout ce qu'on appelle les collaborateurs de création, en particulier les techniciens qui sont présents sur les plateaux et qui peuvent être très directement exposés. La deuxième réalité qui est propre à Arte, c'est que la production de nos programmes repose vraiment quasiment exclusivement sur des relations de partenariat. Produisons encore moins en interne que France Télévisions. Et donc, c'est vrai quasiment à 100% pour l'audiovisuel, et c'est vrai à 100% pour le cinéma, puisque c'est notre filiale que dirige Olivier qui remplit nos obligations en matière de cinéma, mais ça n'est que de la coproduction. Donc, agir contre les violences dans cette dimension-là suppose nécessairement de rechercher et d'obtenir la coopération de nos partenaires. Alors, heureusement, c'est beaucoup plus aisé aujourd'hui grâce aux régulations et aux incitations financières sectorielles qui ont été mises en place progressivement par les instances compétentes. Et je pense notamment au CNC qui a fait beaucoup en la matière. Je crois que vous allez l'auditionner également. Donc, c'est sur ces dispositifs que nous nous appuyons en faisant des obligations contractuelles pour toute personne, toute entreprise qui souhaite coproduire avec Arte France. Donc, désormais, tous nos contrats comportent diverses clauses explicites de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, rassemblées en un même article. Pour nos coproductions audiovisuelles, il s'agit de l'article 24-4 de notre contrat, donc qui prévoit bien sûr le respect des dispositions générales du Code du travail, mais aussi celles résultant du règlement général des aides financières du Code du cinéma et de l'image animée, et puis la prise en compte de toutes les recommandations émises par les organismes professionnels compétents du secteur. Donc, sur ces bases, nous avons nous-mêmes posé récemment 3 briques supplémentaires qui visent à nous mettre à même de répondre aux situations de crise générées par un signalement de violence, notamment dans le cadre d'un programme en cours de production ou dont la diffusion est prévue à court terme. Donc, je l'ai dit, nous avions une plateforme de signalement, elle est désormais ouverte à tous les tiers, pour tout type de signalement, y compris bien sûr ceux qui nous intéressent aujourd'hui. Nous avons également renforcé nos clauses contractuelles en mettant à la charge de notre coproducteur une obligation de signalement de tout événement qui surviendrait dans le cadre d'un tournage. Et nous avons mis en place très récemment une procédure interne qui permet à la direction d'Arte France de prendre une décision dans un temps très court en appréhendant les différentes dimensions de ces violences, notamment les risques pour les personnes, mais aussi le risque pour la bonne fin du programme et le risque pour la chaîne Arte. Donc nous travaillons sur cette procédure depuis plusieurs mois. Elle a été présentée en comité social et économique en octobre dernier et à l'ensemble de nos salariés en novembre. Et Agnès, si vous le souhaitez, vous en parlera plus dans le détail tout à l'heure. S'agissant enfin des violences à l'écran, c'est, vous vous en doutez, l'engagement le plus visible d'Arte, le plus visible pour le spectateur, parce qu'il passe par une dénonciation explicite et là encore de longue date
je le dis comme Delphine, nous n'avons pas attendu MeToo pour nous engager dans cette voie. Donc, dénonciation de tout type de violence dans nos différents programmes. Et cette dénonciation constitue parfois l'objet même de certains de nos programmes. Donc, si vous permettez, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, sur ce point, je laisserai la parole à notre directeur éditorial et à notre directrice de la communication qui vont pouvoir illustrer cette politique constante, mais peut-être dans le cadre de questions si vous le souhaitez. Et sur la façon dont nous avons accompagné ce programme et la façon dont ils ont été reçus par nos spectateurs. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, je vous propose qu'on passe aux questions. Je vais commencer par une question et après je donnerai la parole à Monsieur le rapporteur, Erwan Balanant. Moi, ce dernier volet m'intéresse beaucoup puisque nous n'en avons pas du tout parlé encore dans les auditions, c'est-à-dire quelle est comment les œuvres que vous diffusez, produisez, etc., participent ou pas de la culture du viol, ce qu'on appelle la culture du viol, et quelles sont les mesures précises que vous avez prises là-dessus, c'est-à-dire quand il y a une scène de viol, par exemple, dans une œuvre, est-ce que vous décidez de la présenter, oui, non, avec des avertissements, oui, non, comment, etc. Cet aspect-là m'intéresse beaucoup. Erwan Balanant, pardon. Merci Madame la Présidente. C'est une question qui va à peu près dans le même sens et qui vous l'avez bien, vous nous avez bien dressé votre implication qu'on voit sérieuse et puissante sur le sujet. Moi, c'est en tant qu'acheteur de production que je souhaitais vous interroger. Et vous avez donné un certain nombre d'éléments, des éléments de réponse, mais j'aimerais qu'on puisse peut-être les définir. Dans la coopération avec vos partenaires, pour vos deux chaînes, vous achetez des programmes. Est-ce que vous avez des exigences précises sur la façon dont sont faits ces programmes? Évidemment, un respect du Code du travail et de la loi, ça me semble évident, mais est-ce que vous allez un peu plus loin avec des exigences par exemple, de formation, des exigences sur la façon dont ont été réalisés, pourquoi pas les castings, etc. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous avez déjà été un peu plus loin? Voilà, première question. Et sur l'obligation contractuelle, vous nous avez cité l'article 4-4, je crois, de vos... 24, 24-4, c'est bien ça. Et vous avez dit qu'il listait un certain nombre d'exigences. Est-ce que vous pourriez nous en parler rapidement et puis et fournir ces documents, si c'est possible, si ils sont possibles et communicables. Voilà. Et sinon, après, on aura d'autres questions, mais déjà, si vous pouvez répondre à celle-là, parce que sinon, on va en oublier. Merci, c'est à vous. Je vais prendre une partie de la réponse, puisque nous sommes deux entreprises. En réalité, je ne pense pas avoir dit que nous achetions des programmes. C'est un travail beaucoup plus interactif, notamment en fiction et en cinéma. Il y a d'ailleurs certaines phases. Un producteur peut arriver avec une idée, on va être dans une phase de développement. Après, il y a un scénario qui va être produit. En fiction, c'est le cas. Et donc relu, parfois à notre demande pour des raisons créatives, mais pas que, modifié. Ensuite, il y aura des discussions sur le casting. Donc, en fait, c'est plus que... c'est le producteur qui a la responsabilité de la bonne fin et de livrer le programme. Et donc ça, voilà, on ne se substitue pas à cette responsabilité qu'il a vis-à-vis de nous. Mais en attendant, c'est un dialogue. Donc oui, je vous confirme qu'on a des discussions sur le scénario, sur le casting. Ce n'est pas notre responsabilité, in fine, d'assurer que ce que nous commandons à la fin est livré dans les normes. C'est la responsabilité du producteur, mais nous sommes en dialogue avec nos partenaires. Donc, en fait, nous n'achetons pas, ce ne sont pas des produits sur étagère. Vous voyez, on participe à la conception de ces produits. Donc, c'est pour ça que je disais que d'une certaine manière, puisque nous, voilà, on assume ce qui est ensuite sur nos antennes, complètement. Voilà, on ne se défausse pas sur quelqu'un d'autre, c'est ça que je veux dire. Mais bon, les responsabilités sont certes partagées, mais voilà. Donc moi, j'assume ce que je diffuse. Je peux pas dire autrement.
Donc après, si vous avez des questions sur tel ou tel programme, tel ou tel sujet, je ne peux pas répondre en général. Nous, on est, vous le savez, je l'ai dit dans mon propos liminaire, on est très engagé pour dénoncer ces violences, dans toutes ces facettes, et on s'y emploie. Voilà. Est-ce qu'on est exempt de défauts? Sûrement pas, mais voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Et sur l'article 13, c'est ça, Livia Sorin, qui est secrétaire générale adjointe, mais aussi en charge de la RSE au sein de France Télévisions. Donc c'est à ce titre qu'elle m'accompagne. Merci. Oui, pour préciser, déjà sur votre première question, Madame la Présidente, comme l'ensemble des médias, de toute façon, il nous importe évidemment de signaliser certains contenus. Ça fait partie de nos obligations, mais on part du principe que c'est important qu'on soit exemplaire à ce sujet. Donc pour certaines scènes qui sont susceptibles de choquer parce qu'elles peuvent mettre en scène des relations non consenties, on met des avertissements parfois en début de programme. On signalise le programme, c'est-à-dire qu'on l'interdit, on le déconseille aux catégories d'âge, évidemment, que c'est susceptible de heurter. Déjà ça, c'est le premier niveau, c'est de prévenir en avance de phase et c'est de signaliser le programme avec le bon niveau de signalisation. Et deuxième chose, sur la question de nos relations commerciales, on a comme Arte un article effectivement qui est une clause de conformité dans l'ensemble de nos contrats, qui fait état évidemment, comme vous le disiez très justement, monsieur le rapporteur, du besoin de respecter le cadre juridique, mais au-delà de ça, on renvoie à un guide spécifique qu'on a fait à destination de nos partenaires commerciaux, un guide de bonnes pratiques, et dedans il y a tout un encadré consacré à la question du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des violences sexistes et sexuelles. Et on les invite évidemment à en prendre connaissance, et on communique de manière assez large et régulière à destination de l'ensemble de nos partenaires d'affaires sur ce dispositif. Merci pour Arte, peut-être. Merci Madame la Présidente. Nous souscrivons entièrement à ce qui vient d'être dit par Delphine à propos de achat versus partenariat. C'est un travail collectif, ce n'est pas juste un achat, c'est l'étage de nos programmes. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous essayons d'avoir une influence sur les conditions de production des œuvres et sur les choix éditoriaux. En ce qui concerne nos obligations contractuelles, en fait, nous faisons très concrètement référence à ce qui figure dans le Code du cinéma et de l'image animée, qui est très détaillé, qui comporte à la fois un aspect réglementaire, des obligations à la charge des coproducteurs, mais aussi un aspect incitatif, notamment en termes de formation, etc. Donc c'est à travers ces leviers-là, nous en faisons une obligation pour les gens qui veulent travailler avec nous, mais nous faisons référence en fait à des textes existants qui sont ceux du Code du cinéma et de l'image animée. Et nous faisons en plus référence aux bonnes pratiques qui pourraient être édictées par des associations, à l'image de celles que vous avez rencontrées ou que vous allez auditionner dans le cadre de vos travaux. En ce qui concerne les choix éditoriaux, quand bien même nous ne sommes pas juridiquement soumis au contrôle de l'ARCOM, du fait de notre caractère international et des traités qui garantissent notre liberté éditoriale, bien sûr, nous aussi, nous appliquons des pictogrammes qui permettent de protéger en fait le spectateur contre certaines formes de violence lorsque leur diffusion a été jugée pertinente par les responsables éditoriaux de la chaîne. Et après, sur ce choix de programmation, si vous le permettez, je laisserai la parole à la fois à Olivier Père pour les choix cinéma et à Boris Razon pour ce qui concerne les productions audiovisuelles. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, bonjour. Juste quelques mots, je vais essayer d'être bref, mais pour rappeler d'abord l'engagement très fort d'Arte contre les violences sexuelles et sexistes, et notamment un certain nombre de programmes que nous avons faits qui ont marqué durablement la société. Je pense notamment à trois d'entre eux, et d'abord à H24, 24 heures dans la vie d'une femme, qui sera jusqu'en octobre 2026 sur arte.tv, et qui est une série de fiction courte inspirée de faits réels, et qui est une forme de manifeste qui rend compte des violences faites aux femmes au quotidien, en fait, qui relate 24 heures de la vie d'une femme. Cette série a été écrite par 24 écrivaines et jouée par 24 comédiennes. C'était vraiment un engagement très fort de notre part et qui a rencontré un très fort, là aussi, écho dans la société. Je voudrais parler aussi de la série animée d'Ovidie, Libre, qui a, pour sa première saison, eu plus de 60 millions de vidéos vues et qui a, là aussi,
qui est inspiré du livre d'Ovidie, Manifeste pour s'affranchir des dictats sexuels, qui vise à changer le regard. Et je pense que c'est très important pour nous, en tant que chaîne, en tant que média, avec l'influence que nous pouvons avoir, de tenter par les moyens qui sont les nôtres, et notamment par la diffusion sur les médias numériques. Libre et H24 étaient des productions essentiellement numériques, de faire évoluer le regard, de faire comprendre les enjeux et d'aller en finesse et en détail dans chacun des sujets. Dernière série qui, elle aussi, a eu un impact très fort dans la société, c'est la série Icon of French Cinema, de et avec Judith Godrèche, qui a été diffusée en décembre 2023 et qui revient sur son expérience terrible en tant que jeune actrice avec un réalisateur d'expérience qui est à l'origine notamment de cette commission et ô combien justifiée et importante. Je voulais juste dire ça pour dire qu'évidemment, les choix que nous faisons de diffusion et de programmation sont des choix que nous faisons en responsabilité, avec le souci de toujours prendre en considération le contexte social, le moment où nous diffusons, et les œuvres elles-mêmes qui, comme l'a très bien rappelé Delphine Ernotte, sont des œuvres collectives. Donc c'est un grand nombre de paramètres qui entrent en considération et qui entrent en compte au moment de faire le choix. Nous avons, je dirais, parfaitement, en tout cas, conscience de ces questions. Nous faisons des choix qui sont des choix responsables. Alors évidemment, nous avons tous les dispositifs d'alerte, de signalement possibles existants qui correspondent aux normes d'avertissement, de déconseillé, d'interdit, voire parfois sur notre plateforme qui nécessite pardonnez-moi l'anglicisme, de se loguer pour pouvoir voir un contenu. Et je pense que on fait le maximum pour faire les choix les plus judicieux possibles et être au diapason justement de la société sans pour autant s'interdire ou avoir des principes qui seraient des principes d'airain qu'on peut appliquer sans entrer dans les détails. On a le sentiment que chaque cas, chaque film, chaque scène même est différente et nécessite un traitement approprié. Et c'est un travail que nous faisons à chaque instant. Alors, il se peut, comme l'a dit Delphine aussi, que nous fassions parfois des erreurs. Mais notre métier, c'est d'essayer d'en faire le moins possible. Merci. Vous voulez compléter, Monsieur Père ? Oui, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, bonjour. Je suis à la fois le directeur de l'unité cinéma d'Arte France, donc responsable d'une partie des acquisitions de films de longs et de courts métrages pour l'antenne et pour Arte.tv, pour la plateforme. Il y a une autre partie qui est apportée par nos collègues allemands et nos collègues d'Arte GIE. Et je suis également le délégué général de la filiale d'Arte France Cinéma. Pour la coproduction des films de cinéma, nous coproduisons environ 25 films de cinéma par an, des fictions, mais aussi quelques documentaires, un film d'animation. Et ça fait plusieurs années, nous avons été très attentifs à une chose. Je dirais que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles contre les femmes, il y a plusieurs moyens de mener ce combat, évidemment par un encadrement, par des lois, par le respect d'un cadre juridique. Nous, on a d'abord été très sensibles à la représentation des femmes, pas seulement devant l'écran, mais aussi derrière, les réalisatrices. Et on a pris des initiatives pour que cet écart, ce fossé entre le nombre de femmes réalisatrices, d'hommes réalisateurs, se diminue. Donc on a pris des décisions très simples, mais qui ont eu des effets très rapidement. Nous avons 4 comités de sélection par an, donc nous recevons des projets à ces 4 dates. Nous procédons à une présélection avec mon équipe, nous lisons tous les projets. Et après, nous soumettons cette présélection d'une dizaine de projets à un comité de sélection. Donc, à chacune de ces étapes, évidemment, on va étudier le scénario
sa forme, son style, son ambition, mais aussi bien entendu ce contenu. Donc il est évident que certains projets ne seront pas retenus en raison de leur violence, et la violence certes, mais surtout de leur traitement de la violence. Il est hors de question que des films fassent l'apologie de la violence ou une complaisance dans la violence, qu'elle soit sexuelle ou autre. Donc c'est un des critères de sélection de ces projets. Et ensuite, ces projets, nous rencontrons les auteurs de ces projets et les producteurs. La première décision que j'ai prise, c'est de faire une présélection, c'est-à-dire qu'il soit strictement paritaire entre les projets portés par des femmes et les projets par des hommes. Donc si on avait 10 projets, il y avait 5 projets de réalisatrices et 5 projets de réalisateurs, ce qui donne la liberté aux membres du comité de sélection de choisir entre ces projets, avec évidemment là aussi un équilibre entre des premiers films, puisque nous accordons beaucoup d'importance aux premières œuvres, les coproductions internationales, puisque nous avons la capacité de coproduire non seulement des films français, francophones, mais aussi des coproductions avec l'Europe, avec l'Asie, avec l'Afrique, avec l'Amérique latine. Et donc de donner la liberté à ce comité de sélection d'avoir un choix qui est paritaire, qui est strictement paritaire. Et ce comité de sélection est lui-même paritaire. Ce sont 8 membres. Et en général, il y a 4 hommes, 4 femmes, parfois 3 hommes, 5 femmes. Ces dispositifs ont porté leurs fruits très rapidement. Et nous sommes arrivés à des années, enfin à une année où on était, pas miraculeusement, mais enfin en tout cas par un heureux hasard de circonstances, arrivé à une parité stricte 50-50, femmes-hommes. On va pas mettre le miracle là-dedans. Non, mais disons que c'est malheureusement pas possible de le faire à chaque fois. Mais disons que cet écart s'est vraiment diminué. Et nous sommes très heureux dans cette attention particulière apportée aux premières œuvres. Je pense que c'est dans cette catégorie-là qu'il y a eu une émergence assez spectaculaire de jeunes talents de réalisatrices. Il y a toute une génération, pas seulement en France, mais en Europe et dans le monde entier. Ces femmes cinéastes qui étaient considérées comme des pionnières, mais qui étaient souvent isolées, marginalisées, ou présentées un peu comme des cas exceptionnels. Aujourd'hui, il y a vraiment un mouvement générationnel. Et il y a donc nous, dès leur début, nous avons soutenu Valérie Donzelli, Céline Sciamma, jusqu'à Portrait de la jeune fille en feu, Julia Ducournau, aujourd'hui Charline Bourgeois-Taquet, Asia Herzi, dont nous avons soutenu tous les films en tant que réalisatrice et actrice. Merci. Mes excuses, mais on a un temps limité. Moi, j'ai une question et j'imagine que tu en as aussi. Parce que c'est une question compliquée dont la réponse n'est pas du tout simple. C'est par exemple sur des films tels Les Valseuses ou les films de Benoît Jacot ou de Doyon. Comment vous gérez ça dans la diffusion sur vos antennes? Je reviens sur ma question qui est cette diffusion de la culture du viol ou la mise en valeur de personnes qui sont soupçonnées en tous les cas de violence. Comment vous agissez là-dessus? Monsieur Balanon. Et en complément, sur les films sur lesquels, alors excusez-moi d'avoir parlé d'achat, mais enfin c'est des acquisitions, on va appeler ce mot-là comme ça, ce sera peut-être plus juste effectivement, et je connais la coproduction c'est important. Mais sur des films dont vous auriez fait un travail et vous découvririez qu'il y a eu un élément, un fait grave durant le film, quelle est votre politique par rapport à cet investissement que vous avez fait? Est-ce que vous pouvez décider de ne pas le diffuser par exemple? Et ça, c'est en complément des films anciens qui posent aujourd'hui question, ceux qui sont nouveaux et qui ont eu un fait grave qui vous poserait un problème éditorial. Est-ce que vous pouvez prendre la décision de ne pas le diffuser? Et comment ça se passe par rapport à toute la chaîne de financement qui n'est pas anodine sur ces questions-là, par rapport aux assurances, etc. etc. Alors, ce sont des questions effectivement très compliquées. Je pense que, comme je l'ai expliqué, nous n'avons pas de règle d'airain. Donc, par exemple, nous n'avons aucune règle qui consiste à effacer les films avant une période ou parce que ces films comportent des scènes qui aujourd'hui sont choquantes. On peut par exemple décider, enfin, c'est pas notre cas, hein, mais on pourrait par exemple décider de diffuser un film qui aujourd'hui pose problème en l'accompagnant d'un débat justement pour expliquer pourquoi ça pose problème. Donc en fait on n'interdit a priori rien. C'est vrai pour le sujet des violences sexuelles et sexistes, c'est vrai sur d'autres sujets aussi.
on peut considérer que certains films qui ont été tournés autrefois peuvent faire l'apologie d'une forme de colonialisme. Est-ce qu'on s'interdit de les repasser pour autant? Non. Voilà, donc on n'est pas dans l'effacement, il n'y a pas de politique d'effacement culturel de ce qui a pu être produit par le passé. Mais tout se discute au cas par cas et on réfléchit avant chaque acquisition et on est, je le redis, je suis la responsable de publication de toute façon, donc je suis responsable de tout ce qui est diffusé sur le linéaire comme sur le non linéaire. Alors ensuite, là aussi, quand il s'est passé quelque chose, alors c'est difficile de parler en général, parce que là aussi, tout est affaire de circonstances. Est-ce qu'il nous est arrivé, je vais répondre par les faits en fait, est-ce qu'il nous est déjà arrivé de retirer un financement à un film qui était déjà tourné en fait, donc de redemander l'argent qui a déjà été dépensé? Aujourd'hui, non. Est-ce qu'on s'interroge sur... et est-ce qu'on a des cas où on va, quand ça sera le moment, parce que vous savez que nous, on ne peut diffuser des films que 2 ans après leur sortie en salle. Donc en général, on se pose la question au moment, pas trop longtemps avant. Est-ce qu'on va avoir des interrogations sur certains films qu'on a financés au moment de la diffusion? La réponse est oui. Et donc, est-ce qu'on est obligé de diffuser? La réponse est non. Donc c'est un choix à chaque fois, qu'on assumera à chaque fois. Mais comme le disait assez justement Frédéric, c'est pas des décisions que moi j'assume toutes. En revanche, sur ces questions de diffusion, je suis systématiquement consultée. Donc voilà. Mais c'est des discussions. Je prends l'avis de mes collègues et ça me semble important d'en discuter parce que les sensibilités sont pas les mêmes, parce que parfois, en fonction de son histoire, chacun a des sujets sur lesquels il va plus ou moins réagir. Et je pense que c'est important d'avoir l'étendue. Voilà, toute la complexité du sujet sur la table avant de prendre une décision. Mais à la fin, ce sera moi qui la prendrai, ça c'est sûr. Juste 2 mots pour dire que tout à fait, nous avons tout à fait la même vision et pour vous dire que si des faits graves nous étaient rapportés, nous ne nous interdisons pas naturellement de ne pas diffuser. C'est-à-dire que nous avons cette liberté éditoriale là et c'est très important de l'avoir. Là encore, évidemment, tout est affaire de circonstances et sans entrer, et c'est ce que je disais en propos liminaire, si on ne parle pas des détails, si on n'évoque pas exactement ce qui s'est passé, le contexte, c'est très difficile en réalité d'avoir une idée arrêtée, fixe, une règle. En revanche, nous prenons la décision, et quelle qu'elle soit, en responsabilité. Mais c'est évidemment possible de la prendre et c'est important que cette liberté existe. Peut-être quelques mots sur le cinéma, Olivier ? Je ne peux que répéter ce qui a déjà été dit. C'est exactement la manière dont nous procédons. Il faut savoir qu'avant la programmation et donc la diffusion d'un film, il y a quand même un processus assez long de choix, d'acquisition. Et donc l'acquisition, elle passe par le visionnage, l'expertise du film, qui n'est pas individuelle, mais qui est collective. Il y a effectivement plusieurs avis qui peuvent entrer en conflit. Et à la fin, c'est la direction éditoriale, voire la présidence qui tranche, mais c'est vrai que nous diffusons plusieurs films par semaine, une dizaine de films par semaine, c'est toute catégorie de films, ça va du cinéma muet jusqu'à un cinéma très contemporain. C'est pas seulement des choix qui sont effectués en fonction de l'importance du film dans l'histoire du cinéma ou de la manière dont il est appréhendé suivant les générations, les contextes, mais il y a évidemment, on est très attentif au contexte, à l'époque dans laquelle nous vivons, à la manière dont ces films peuvent être reçus. Et en même temps, on ne s'interdit rien en effet, mais on a quand même des critères et on choisit des films, pas seulement pour des critères esthétiques, cinématographiques ou historiques, mais en fonction des valeurs qu'ils véhiculent, de la représentation des personnages, d'une morale de mise en scène et d'une morale qui correspond aux valeurs de la chaîne et qu'on souhaite communiquer à nos téléspectatrices et téléspectateurs.
Je vous remercie. Je précise aux personnes qui nous écoutent que je ne souhaite pas l'effacement des œuvres, que c'était une question ouverte pour savoir comment gérer au mieux, parce que vous savez que toute parole étant très interprétée, je ne voudrais pas qu'il y ait mal donne. Alors, Erwan Balanant sur maintenant la partie audiovisuelle, et après nous passerons aux députés. Merci. Donc, on a fait un tour qui n'est pas exhaustif de la question production cinéma, mais vous êtes aussi des producteurs de contenu audiovisuel et des producteurs d'émissions. Chez France Télévisions, vous avez une décision qui est mentionnée sur votre site de tolérance zéro pour les comportements et les propos sexistes. Vous avez eu affaire à un certain nombre d'affaires, de sujets où vous avez pris parfois des décisions. Je voulais en citer une. En 2020, Clémentine Sarlat a dénoncé des faits de sexisme au service des sports de France Télévisions. Vous avez mis en place une enquête interne menée par un cabinet indépendant et 3 personnes ont été licenciées. 2 de ces licenciements ont été par la suite jugés dénués de causes réelles et sérieuses par les prud'hommes. Pourriez-vous revenir sur cette affaire, parce qu'elle pose question. Vous avez pris des décisions fortes et puis il y a eu une sorte de, peut-être, je ne sais pas si on peut appeler ça un backlash, mais en tout cas un retour de bâton pour vous qui n'est pas tellement encourageant à continuer dans les bonnes pratiques. Donc est-ce que vous pouvez revenir sur cette affaire ? Avec le recul, diriez-vous que des erreurs ont été commises et comment procéderiez-vous aujourd'hui face à des accusations du même type ? Alors, c'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit dans la presse. C'est toujours amusant parce que tour à tour, on m'accuse d'être féministe et puis tour à tour, on m'accuse de... Enfin bon, bref, ça va jamais. Ça va jamais. Bon, sur cette décision-là, c'est évidemment une décision très lourde. Quand vous décidez de licencier 3 salariés, vous y réfléchissez à 2 fois, honnêtement. Et donc, voilà, c'est des décisions en conscience. C'est vrai que les résultats et les témoignages sont importants. Enfin, les résultats de l'enquête, les témoignages qui ont été portés à ma connaissance dans l'enquête sont très importants. Leur nombre, leur crédibilité, l'impact psychologique sur les femmes concernées aussi. À ça se rajoute, avant de décider de licencier quelqu'un, vous avez un entretien préalable à licenciement. Et c'est vrai que la façon dont la personne va réagir aux accusations qui sont portées est aussi très très importante. Il y a plusieurs cas de figure. En général, vous pouvez avoir quelqu'un qui reconnaît que oui, il y a eu des maladresses et qui se rend compte qu'il y a eu des maladresses et qu'il accepte de changer. C'est plus encourageant que quelqu'un qui considère qu'on peut tenir certains propos que je ne répéterai pas ici parce que ça heurte ma sensibilité et que ça ne pose pas de problème. Vous voyez que l'entretien est aussi un des éléments très très importants d'appréciation de la situation. Est-ce que aujourd'hui, je regrette? Je ne suis pas fière, moi je ne suis jamais fière de licencier la personne. Je le fais parce que je pense que je n'ai pas le choix en fait et qu'il n'y a pas d'alternative pour que l'ensemble de la maison et du corps social réalise qu'il y a des comportements qui ne sont plus admissibles. Je n'ai pas le choix parce que je considère que l'impact sur les femmes qui ont dénoncé ces agissements est fort et que ne pas agir, ça serait d'une certaine manière ne pas reconnaître le tort qui leur a été fait. Voilà, donc c'est en fonction de tous ces éléments. Après, les prud'hommes jugent autrement, je l'accepte. Est-ce que je prendrai une décision différente en fonction du jugement des prud'hommes? Non, parce que ce n'est pas le jugement des prud'hommes qui me préoccupe, moi. C'est d'être juste tout court par rapport à l'ensemble, par rapport au corps social, par rapport aux victimes, par rapport à ceux qui sont mis en cause aussi. Voilà, et de prendre la meilleure décision. Alors, j'en suis pas fière. Aujourd'hui, je vous le dis franchement, je pense que, au vu des circonstances, et parce que j'avais bien réfléchi à l'époque, je prendrai la même décision. Voilà, parce que c'est important
d'avoir aussi des sanctions qui sont proportionnées aux faits, mais qui sont fortes pour expliquer que oui, voilà, la règle s'applique. La règle s'applique pour tous. Et même si c'est pas confortable. Merci. Est-ce que... Non. Alors, on va peut-être passer à la salle. Donc, il y avait Madame Berger et Madame Kelouachi. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je voulais revenir sur la question délicate de la liberté de création versus, évidemment, la sensibilité aujourd'hui heureuse de la société par rapport aux violences sexuelles et à la question non pas en effet de l'effacement des œuvres, mais des questions qui peuvent être posées pour dire les mots et citer des exemples, parce que c'est vrai que c'est plutôt des enjeux de cas particuliers et qu'il n'y a pas une appréciation générale qui peut être posée, comme vous l'avez dit Madame la Présidente. Quand on a par exemple une actrice qui, des années plus tard, explique que le tournage lui-même, vraisemblablement, l'a exposée à des violences sexuelles, à une souffrance, qu'elle va jusqu'à le dénoncer publiquement et porter plainte, est-ce qu'on considère que malgré tout, cette œuvre peut continuer ou pas à être diffusée? Non pas parce que par principe, tel réalisateur devrait être effacé culturellement, mais parce que sur telle ou telle œuvre, il y a un sujet précis qui s'est posé parce que la personne qui est montrée à l'écran elle-même ne souhaite plus que cette œuvre soit diffusée. Est-ce que dans ces cas-là, il y a cette question qui peut exister? D'autre part, vous avez parlé de la question de l'éditorialisation, c'est-à-dire le fait de continuer à montrer des œuvres qui pourraient être aujourd'hui jugées différemment par rapport à la manière avec laquelle elles ont été reçues il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ça, j'imagine que c'est au contraire un enjeu essentiel de pédagogie vis-à-vis du public à faire sur, en effet, la question des violences sexuelles, mais aussi sur d'autres sujets. Est-ce que ça, vous pouvez y revenir? Parce que ça peut aussi créer à la fois du débat, de la polémique, même, j'imagine, en interne. Enfin, comme nous sommes législateurs, est-ce que vous considérez qu'il y a aujourd'hui des manques ou des trous d'un point de vue justement législatif parce qu'il y aurait des éléments qui prêteraient trop à interprétation ou qui limiteraient aussi vos possibilités d'action? Est-ce que vous avez réfléchi à cela? Est-ce que vous considérez qu'il y aurait pour nous matière à agir au-delà d'enjeux qui finalement sont d'abord des enjeux éditoriaux qui appartiennent à vos entreprises plus qu'elles n'appartiennent en fait aux législateurs? Je vous remercie. Merci Madame Kelouachi. Je vous remercie. Alors j'ai plusieurs questions. J'espère ne pas partir dans tous les sens parce que je suis très intéressée par le sujet et par l'exemplarité de l'audiovisuel public. Ma première question, ce sera sur les protocoles et les procédures mises en place. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions, notamment sur la communication auprès des équipes? Est-ce qu'elle est efficace? Quelle est-elle déjà en réalité? Donc, comment vous communiquez sur les protocoles à suivre en cas de violences sexistes ou sexuelles? Quelles sont les formations des équipes? Je sais que le CNC oblige à ce que les dirigeants de l'audiovisuel soient formés. Comment, en fait, vous êtes formés? Et je crois qu'en 2023, 7600 dirigeants ont été formés, ce qui est énorme. Donc, quelle est cette formation? Pour vous, en tout cas, Arte et France Télévisions, comment avez-vous été formés? Par le CNC, enfin, d'ailleurs par des associations, mais au nom du CNC. Ensuite, j'aimerais aussi parler des personnes référentes. Comment sont nommées les personnes référentes au sein de vos organisations? Est-ce qu'elles ont suivi une formation spécifique? Et quel est l'accompagnement ensuite, suite à ces formations et à la nomination de ces référents? Ensuite, alors une question aussi sur les événements festifs professionnels qui sont fréquents dans le secteur audiovisuel et parfois ce sont des cas particuliers à boire de l'alcool, à se lâcher. Et est-ce que vous avez aussi un protocole ou une gestion des événements festifs dans vos entreprises? Je ferai aussi une réflexion sur l'audiovisuel public qui se doit être exemplaire. Est-ce que aussi vous réfléchissez à être précurseur, pas seulement exemplaire, mais précurseur de bonnes pratiques, précurseur aussi d'une réflexion d'ensemble sur... alors moi je parlerai plus de sexisme que de violence sexuelle.
Je sais qu'en 2016, vous aviez proposé une série de... Oui, je termine. Pardon. Je ne maîtrise pas encore. Vous aviez proposé une complètement série de clips que je trouvais très très bien fait. Il y avait, si je me rappelle bien, Anne-Sophie Lapix, qui était une lutte contre le sexisme, que moi j'ai adoré, parce que c'était des petites vidéos courtes et vraiment très ciblées. Depuis, j'en ai très peu vu de nouvelles. Donc voilà, que faites-vous quotidiennement pour prévenir les Français contre la violence sexuelle, mais surtout les violences sexistes? Pardon, merci. Merci, je vous propose que maintenant on passe à 1 minute, puisque nous maîtrisons le chronomètre, qu'on passe à 1 minute de questions. Monsieur Mazard. Merci Madame la Présidente, merci à toutes et à tous pour vos interventions. Je me permets de réagir à vos propos, Madame Ernotte, sur les faits qui ont été rappelés, des licenciements intervenus, qui ont été jugés donc abusifs par le Conseil du prud'homme, et vous nous dites aujourd'hui, si c'est à refaire, je referai. Je me permets quand même de souligner, moi, un peu la difficulté quand même, et on voit bien qu'on tourne toujours autour du même principe, celui quand même des garanties que l'on doit à la personne qui est mise en cause, mais de la nécessité aussi pour vous en responsabilité de protéger et de recueillir la parole. Mais c'est vrai que c'est compliqué de vous entendre dire si c'est à refaire, je referai, alors qu'on est dans un état de droit et que le droit justement vous a donné tort et que vous avez été même, j'imagine qu'on a des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les personnes licenciées. Alors même que le service public aujourd'hui, avec l'émission Justice en France, se doit de faire la promotion, notamment sur votre chaîne, de ce que doit être l'état de droit et de ce qu'est la subtilité de la justice et la nécessité d'avoir des garanties apportées à tous les individus, qu'on soit présumé innocent ou qu'on soit bien sûr une victime potentielle. Merci. À vous la parole pour la réponse à ces 3 séries de questions. Merci beaucoup. Alors, pour la première question, est-ce que, par exemple, on va éviter de diffuser une œuvre qui, dans les circonstances que vous avez rappelées, la réponse est oui, clairement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'automatisme à effacer, mais on peut décider de ne... Surtout, on choisit en fait les œuvres qu'on va acquérir, donc on va peut-être éviter de choisir une œuvre qui pourrait aller à l'encontre d'une dénonciation ou heurter la sensibilité de quelqu'un et plus généralement de tout un écosystème. Donc oui, bien sûr, on peut se dire on ne va pas diffuser cette œuvre-là pour les raisons que vous avez invoquées, ça c'est clair. Sur l'éditorialisation, la question c'était est-ce que justement, oui, je pense que justement sur le service public et souvent sur les sujets de société, quasiment, enfin pas toutes les semaines, donc j'exagère un peu, mais très 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 régulièrement, on a des séries qui sont dédiées à ces sujets qui peuvent faire débat d'ailleurs dans la société et qui font débat dans la société parce que tout le monde n'évolue pas, ne change pas, ni dans la même direction, ni au même rythme. Et donc on a cette pratique d'avoir soit des documentaires, soit des fictions qui font ensuite l'objet d'un débat. Soit parce que le documentaire dénonce quelque chose de très très difficile même à supporter pour celui qui va le regarder, et donc on a à cœur de ne pas laisser au fond le téléspectateur dans cette espèce de désarroi face à la dénonciation de quelque chose de terrible, et donc on a besoin de réatterrir et de remettre des mots au fond sur les émotions qu'on a pu ressentir, soit parce que le sujet fait débat et que donc c'est important pour nous d'avoir autour de la table des gens qui n'ont pas forcément le même avis sur la question et leur permettre de débattre avec des vrais arguments dans le calme et voilà. Donc oui, c'est pour nous les débats, les sujets qui font débat, c'est pour nous un principe éditorial extrêmement fort et même une ligne éditoriale forte de France Télévisions. Sur le protocole, les procédures, les questions très précises que vous avez posées, je vais laisser Livia peut-être vous répondre. Merci. Merci Madame la Présidente. Peut-être juste pour effectivement rappeler les 2 dispositifs qu'évoquait Delphine Ernotte en début de son audition. Donc dispositif d'alerte d'un côté ouvert à tout le monde, hein, pas qu'aux salariés de l'entreprise, aux salariés de toutes les filiales, à tous les prestataires, etc. Deuxième dispositif de signalement des faits de harcèlement moral, sexuel et agissements sexistes et sexuels.
Pour ça, on a tout un ensemble de dispositifs de formation, puisque dans le cadre de dispositifs de signalement harcèlement, on a désigné des référents harcèlement dans l'entreprise, dans le CSE, dans les comités d'entreprise outre-mer, puisqu'on est également implanté dans 9 territoires ultramarins. Évidemment que ces référents ont été formés. On a aussi présenté cette procédure à l'ensemble des délégués syndicaux. On l'a présenté à l'ensemble des personnels via à la fois une vidéo, plusieurs mentions dans nos différents outils type newsletter. On a publié un guide sur la prise en charge, la détection, la prévention, le signalement, le traitement de toutes ces problématiques qui est communiqué à l'ensemble de nos managers. On a également, et on le propose régulièrement à tous nos personnels, des formations en e-learning accessibles à toutes et tous. Pour nous, c'est très important. Ça participe de l'établissement d'une culture d'entreprise favorable, comme le disait Delphine Ernotte, à la remontée de ces signalements. Encore une fois, on ne s'en réjouit pas, on ne s'en atterre pas. On part du principe qu'il y en a plus qu'avant qui remontent. Donc, c'est quand même le signe que les mentalités changent et qu'on a mis en place les dispositifs. Donc voilà, je voulais juste revenir là-dessus. Ensuite, vous nous interrogiez également sur l'existence de protocoles sur les événements festifs en entreprise. Alors oui, ils sont mentionnés dans notre charte d'éthique où on indique au personnel la conduite à tenir en la matière et cette charte éthique est évidemment communiquée à toute personne rejoignant l'entreprise de manière permanente ou temporaire. Merci. Est-ce que Arte, vous vouliez... Ah, pardon. Non. Sur les Vous vouliez procédures, compléter peut-être. Non, c'est parce qu'il y avait la troisième question. Allez-y. C'était pour moi, allez. mais pas pour Arte. Enfin, sauf si vous voulez répondre. Hein, je l'ai Non, pas. non. Vous étiez dédié. Non, monsieur le député, donc vous m'avez interrogé. Donc bon, je redis, mais en revanche, on s'est quand même questionné après ces jugements des prud'hommes, et notamment, ça nous a incité à revoir la procédure en cas de signalement et la manière dont on menait les enquêtes et dont on travaillait autour du recueil des témoignages, etc. Donc, il n'y a pas eu ça n'a pas été sans conséquence, mais l'honnêteté intellectuelle m'oblige à vous dire, pour avoir plusieurs fois relu les témoignages et avoir été en contact en fait avec que je ne peux pas vous dire autre chose que je referai la même chose. Voilà. Oui, rapidement. Bonjour Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Donc en complément de tout ce qui a été présenté par Frédéric, je voulais préciser un point important, c'est qu'en termes de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, nous avons à cœur bien sûr de protéger, et nous avons ce devoir de protéger nos salariés, mais nous avons aussi à cœur à ce que nos pratiques restent en cohérence avec les valeurs que nous portons à travers les programmes que nous diffusons. Donc oui, on a effectivement un certain nombre de protocoles déjà cadrés dans le cadre d'accords collectifs, de règlements, de chartes et différents engagements, notamment dans le cadre de notre labellisation AFNOR en matière d'égalité et de diversité. Et ce qui est essentiel pour nous, c'est de recueillir la parole de toutes les personnes qui se déclarent victimes d'une situation de violence. Nous avons effectivement différentes plateformes, mais l'accompagnement humain est la clé. Alors nous avons, au-delà de nos obligations du Code du travail, identifié des référents en interne, mais aussi dans le cadre de la CSCT, puisque nous avons 2 référents en matière de harcèlement sexuel et d'agissement sexiste, un homme et une femme. C'est un choix qu'on a voulu pour faciliter le recueil de la parole, et surtout l'accompagnement humain qui est essentiel, c'est-à-dire que dès lors qu'une personne se signale comme étant victime d'une situation totalement inappropriée, nous l'écoutons, nous la prenons en charge de manière immédiate, parce que s'il faut prendre des mesures conservatoires pour la protéger, et donc nous le faisons en associant bien sûr la médecine du travail et aussi en lui proposant, dès qu'elle le souhaite, un accompagnement psychologique, parce qu'on a le bénéfice donc d'une cellule d'écoute qui fonctionne H24. Nous traitons ces signalements de manière exigeante, à savoir que nous avons adopté un mode collégial d'analyse des situations. Dès lors que nous avons connaissance d'un fait, nous rassemblons les élus de la CSCT, et nous pouvons constituer une commission ad hoc composée de manière paritaire avec des représentants de la direction et des représentants donc, de salariés pour avoir le plus possible de partage et de lecture croisée des éléments de contexte.
Et cette commission peut décider de mettre en place une enquête, soit en interne, et si on le fait en interne, c'est toujours de manière paritaire, un représentant de la direction, un représentant salarié, et également, ou alors opter pour une enquête externe. Nous faisons en sorte aussi de respecter les droits des personnes, à la fois la victime, mais aussi les témoins. Donc tout se fait dans un cadre, bien sûr, légal, et en tout cas une attention particulière sur le traitement humain. Merci beaucoup. Merci, j'essaie de maîtriser le signal. Alors, une question de ma part du rapporteur et après je vous donnerai... moi, je vais vous poser une question sur Gérard Miller et sur les enseignements qui ont pu être tirés de cette affaire à France Télévisions, puisque comme dans l'affaire PPDA, il s'agissait de personnes qui étaient a priori dans le public, dans certaines des victimes qui se sont exprimées. Et là, on est quand même à la frontière, évidemment, des dispositifs dont vous nous avez parlé. Alors, j'entends qu'il y ait le déontologue, mais est-ce que vous avez tiré des enseignements de cela ? Est-ce que vous avez traité cela d'une manière ou d'une autre à l'intérieur de votre entreprise ? Et si oui, comment ? Et Monsieur Balanant a une question aussi. Oui, question aussi sur un retour d'expérience que vous avez pu avoir suite à... au mois de juillet, le magazine Télérama a publié une enquête qui était extrêmement sévère à l'égard du comportement de Thomas Soto, qui était à l'époque présentateur de Télématin. L'article fait état du départ au bout de 4 mois en 2023 d'une responsable de la programmation des invités qui était pourtant expérimentée. Des chroniqueurs témoignaient, sous couvert d'anonymat, de leur peur de venir travailler. Alors, je précise que notre commission d'enquête n'est pas limitée, aux violences sexistes et sexuelles. Son champ d'application est toutes les violences. Une ancienne salariée témoignait notamment en ces termes: je n'ai jamais vu un animateur, et ce qui est important, c'est dont tout le monde avait aussi peur. J'ai passé des dimanches d'horreur où il annulait l'invité en disant « je veux autre chose », sans préciser quoi, etc., etc. Alors la question est simple: est-ce que vous avez été informé de ces allégations ? Si oui, comment expliquez-vous que M. Soto était maintenu à son poste ? Dans le cas contraire, est-ce à dire qu'il n'existait pas au sein de France Télévisions d'espace où des salariés en souffrance peuvent trouver de l'aide ? Je crois que vous nous avez démontré le contraire. Et donc le départ de la journaliste Marie Portolano est suivi de M. Soto, donc qui a quitté depuis le groupe France Télévisions. Est-il un rapport avec le climat qui régnait au sein de la rédaction de l'émission et des révélations de la presse ? Vos réponses et après on passe à vos questions. Alors, tout d'abord, sur la question sur les deux hommes là, que vous avez cités, j'évite de personnaliser trop, pardon. Hein. Je rappelle qu'ils ne sont ni l'un ni l'autre salariés, n'ont jamais été salariés de France Télévisions. Et par ailleurs, le présentateur du journal télévisé, c'était TF1. Donc, juste, je signale. Non, mais c'est important quand même de le préciser. Non, j'entends bien, mais voilà. C'était la question du public. Voilà. Oui, tout à fait. Et je veux rappeler que ce sont les magazines d'investigation de France Télévisions qui ont mis au jour, pas que, mais qui ont quand même contribué à mettre au jour ces affaires. Voilà, donc pour expliquer où nous nous situons. Voilà. Donc après, disons que oui, il y a du public sur nos émissions et les règles sont les mêmes que celles qui prévalent pour toute personne qui entre dans l'emprise des locaux de France Télévisions. Voilà. Donc sur l'un des cas, c'est plus que du public, c'est autre chose. Enfin, c'est d'autre chose qu'il s'agit en réalité. C'est pas quelqu'un qui se trouve dans le public par hasard. Bon, bref, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est un peu d'autre nature quand même. Et là, pour le coup, concerné par cette question, si ce n'est par le fait de le dénoncer. Voilà, je tiens à le préciser. Sur la question de Thomas Soto, bien sûr que nous avons pris connaissance de cet article. Bien sûr qu'il y a eu des questions qui se sont posées, des débats qui ont eu lieu dans l'équipe.
le départ de Mme Portolado et de M. Souto n'ont absolument rien à voir à cette question-là. C'est un choix de carrière. Thomas Soto avait envie de retourner à la radio, ça faisait longtemps qu'il nous le disait, hein, donc ça datait pas d'hier. Et là, il y a une formidable opportunité qui s'est présentée. J'ai d'ailleurs regretté. Voilà. Après, ça reste les critiques dont certaines sont entendables, enfin toutes sont entendables, sont du ressort non pas des violences de mon point de vue, hein, sexuelles et sexistes. En tout cas, on n'a pas eu de plaintes, de signalements, mais de l'ordre de comportements managériaux à discuter en effet. Donc voilà. Donc je suis pas en train de dire qu'il n'y a rien, mais je suis pas en train de dire que c'est de l'ordre de la violence, enfin du harcèlement sexuel et sexiste. De mon point de vue, mais je peux me tromper. Oui. Juste sur cette question, parce que pour nous, elle est intégrée dans le champ de notre commission d'enquête, les violences. Oui, non, mais justement. Mais est-ce que sur les questions de harcèlement moral, vous avez également aussi une cellule d'écoute? Enfin, j'imagine, hein. Mais comment expliquez-vous qu'il n'y ait pas eu? Parce qu'on cherche en réalité à comprendre pourquoi, parfois, il y a une omerta qui se crée. Et c'est un vrai sujet pour nous, c'est-à-dire comment on fait pour libérer la parole et que les victimes, les témoins puissent avoir un lieu où ils puissent dire des choses. Et c'est pour ça qu'on vous pose la question sans aucune malice. Alors, on a tout à fait le même dispositif de remontée des signalements pour le harcèlement moral que pour le harcèlement sexuel. Vous avez raison de dire que, et d'ailleurs on a des dispositifs de communication extrêmement récurrents. Oh pardon, excusez-moi, c'est moi qui... Parce qu'en effet, normalement, le moyen le plus naturel doit pouvoir être de signaler le dysfonctionnement d'abord à son management. Pouvoir parler dans l'équipe, ça fait partie des bonnes pratiques managériales quand même, hein, voilà. Et puis s'il y a un problème qui ne se résout pas, de pouvoir en référer donc dans le processus que Livia a expliqué et qui est exactement le même pour le harcèlement moral. Voilà, hein, donc il y a des distinctions, c'est pas de même nature. Je suis pas en train de dire que c'est la même chose, mais nous avons autant de vigilance pour le harcèlement moral. Voilà. Et donc c'est vrai que la question, et c'est pour ça que dans mon propos introductif, je citais le nombre de signalements. On a à cœur, non pas d'en avoir le moins possible, mais dans un premier temps, en tout cas, de s'assurer que tous les signalements qui doivent être faits sont faits. Donc le fait qu'on ait plus de signalements aujourd'hui qu'il y a quelques années, pour moi, va plutôt dans le bon sens. Ça veut dire que les gens font confiance au processus qu'on a mis en place, le signal, et ça nous permet de traiter des cas. Et effectivement d'agir parfois un peu très en avance, en amont, sur les méthodes managériales, et puis parfois de manière de sanctionner, comme ça m'est arrivé de le faire, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Merci, Madame Marébeuil et Madame Melchior. Oui, tout à l'heure. Bon, merci Madame la Présidente, merci à vous tous. Alors ma question, tout simplement, tout à l'heure, vous avez dit que vous recevez sur vos plateformes les signalements de vos prestataires, enfin, ce qui peut se passer chez vos prestataires. Certains de vos prestataires sont financés aussi par des financements publics. Les régions sont des gros donateurs sur les sociétés de production. Faites-vous remonter à ces différents, financeurs, ce que vous pouvez constater, afin que ceux-ci aussi puissent mettre des garde-fous, soient informés, puisqu'ils sont financeurs, puissent demander un retour et surveiller ce qui se passe avec leur argent, avec l'argent public, et puissent donc surveiller ce qui se passe auprès de ces différentes sociétés de production. Merci Madame Melchior. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, merci d'être présents et de tout ce que vous nous avez apporté ce matin. Sur la plateforme donc de signalement, que les salariés peuvent utiliser, on parle beaucoup d'écoute, de recueil ou de libération de la parole des victimes. Et bon, dans votre secteur comme dans d'autres. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on donne, puisque vous avez des formations, des livrets qui sont distribués à tous, est-ce qu'à un moment on tend la main aussi à des hommes, en général ce sont plutôt des hommes, qui auraient peut-être besoin de parler ou peut-être se sentent aussi susceptibles d'eux et
avant qu'ils passent à l'acte ou qu'ils harcèlent, ou est-ce qu'il n'y a pas un moyen aussi de les retenir et de s'en occuper avant? Est-ce qu'on leur tend assez la main? Madame Ernotte. Oui, alors pour répondre à votre question, Madame la députée, je n'ai pas de cas de figure factuel qui nous soit arrivé où la question qui concernait un film n'était pas déjà en débat entre tous les cofinanceurs. Voilà. Donc, voilà, je n'ai pas d'exemple où on aurait été seul informé et personne d'autre. Ça n'est jamais arrivé. Ça pourra peut-être arriver un jour, mais ça n'est jamais arrivé. Donc, je n'ai pas eu ce cas de figure. Sur la formation, oui, alors nous avons de toute façon une formation pour l'ensemble des salariés. Nous partons du principe que des biais, nous en avons tous, hommes et femmes, et que déjà en prendre conscience est un point extrêmement positif et ça concerne tout le monde. Donc nous avons des formations qui concernent tout le monde. Donc, vous disiez, est-ce qu'on peut tendre la main? Alors, on ne peut pas présupposer que quelqu'un va, vous voyez, mais en revanche, on s'assure que cette question du sexisme ordinaire, sans parler des violences, cette question du sexisme ordinaire, eh bien, comment dire, il y a une prise de conscience de tous. J'ai des biais, tout le monde a des biais. Déjà, réaliser qu'on en a, c'est un pas de géant en réalité. Donc, alors après, là, en matière de violences sexuelles et sexistes, on n'est pas en train de parler d'appréciation. Il y a des règles, elles sont très très claires dans l'entreprise. Il y a des règles à ne pas outrepasser. Et ça, je pense que c'est un peu la vie en société. Parfois, je prends un exemple, on tordrait bien le cou de son voisin, on se retient. Voilà, bon. Donc, est-ce que... Oui, bon... Voilà. Non, voilà, j'ai pas dit ma voisine, vous noterez bien, il ne s'agit pas de ma voisine. Non mais voilà, donc je dirais qu'il y a besoin d'investir en formation sur ces sujets-là, on en a conscience, on le fait. Il n'y a pas de stigmatisation particulière, si ce n'est, en revanche, être assez précis sur le respect des règles. Je ne sais pas comment vous répondre autrement. Vous voyez, donc moi, je stigmatise personne. Je considère que tout le monde a des biais et tout le monde peut avoir un comportement qui n'est pas approprié. Tout le monde. Il n'y a pas ceux qui sont prédestinés et ceux qui n'y sont pas. Voilà. Donc, et d'ailleurs, dans mes discussions personnelles, je suis plus rassurée avec quelqu'un qui me dit bah oui, je sais, j'ai des biais, quelqu'un qui me dit ah non, moi je suis parfaitement féministe. Ça m'angoisse toujours. Parce qu'en général, bon. Donc voilà, donc l'humilité et le fait qu'on continue à apprendre, on continue à réaliser ses propres biais, c'est quand même une vertu. Et je pense que ça passe aussi par la formation, par la possibilité de s'exprimer dans le cadre de ces formations, de se rendre compte que voilà, il n'y a pas ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, il n'y a pas les bons et les méchants, tout ça, il y a beaucoup de grilles dans tout ça, mais en attendant, on doit tous progresser ensemble et respecter les règles, respecter les autres, faire attention aux autres, à l'évolution des sensibilités aussi, parce que la sensibilité d'une jeune femme, on le voit tous dans notre univers personnel, la sensibilité d'une jeune femme qui a 20 ans aujourd'hui n'est pas la sensibilité d'une femme qui a eu 20 ans il y a 40 ans. On le sait. Voilà, et ça c'est important, il faut aussi, et c'est des débats entre générations qui sont très très importants aussi, et prendre conscience de ça, voilà, ça me semble essentiel. Je suis Tarissa, pardon. Merci beaucoup, on arrive à la fin de cette audition. Je regrette un peu que vous n'ayez pas complètement répondu à la question de Madame Berger qui était sur quand une actrice, par exemple, s'est plainte. Alors, je ne voulais pas être spécifique, mais sur la question précise que Madame Berger a posée, la réponse est non, je ne diffuserai pas. Je vous remercie beaucoup pour la clarté de cette dernière réponse et pour l'ensemble de vos propos et de votre travail. Merci d'avoir passé ce temps à éclairer les travaux de la commission et nous vous souhaitons une excellente journée.